Et bienvenue à Jasmina Legros pour ce nouvel épisode de Rêve d'entrepreneur, donc un épisode qui est là pour vous donner envie de vivre vos rêves, entreprendre vos projets. Et donc, j'ai l'honneur d'avoir Jasmina Legros aujourd'hui avec nous. Et Jasmina, c'est avant tout aussi une grande danseuse que j'ai rencontrée en salsa et on se disait, mais vivement la fin du confinement, qu'on puisse à nouveau aller danser comme au bon vieux C'est temps. clair, on a besoin. Ça libère Euh, l'esprit aussi, ça, la danse. C'est clair. Et donc, du coup, Jasmina, je vais te poser tout de suite, laisser tout de suite la parole. Si tu peux te présenter, nous dire quel est justement ce magnifique projet que tu as mis au monde. Et puis te présenter Oui. personnellement. Maintenant, on sait que tu es une danseuse, il n'y a plus de mystère. Mais... Il y a plus de mystère. Alors, je m'appelle Jasmina Legros. Merci encore pour l'invitation. Le concept est super. C'est bien de pouvoir laisser la parole aux entrepreneurs. Je suis ingénieure en chimie de formation, guadeloupéenne, saint-anaise à 100%. Je ne suis pas chauvine, mais juste un petit peu. Et du coup, j'ai été faire mes études en Alsace, à l'École nationale supérieure de chimie, où j'ai été diplômée en 2012. Et je ne suis pas passée par la case salariat, etc. J'ai tout de suite mis le pied dans l'entrepreneuriat parce que j'ai eu plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi, notamment le directeur de l'école qui proposait d'intégrer la fabrique d'innovation et tester toutes les idées qu'on avait en tête, nous, jeunes diplômés, et essayer d'en faire un projet viable et une création d'entreprise. J'ai été la première à intégrer ce concept-là. Et du coup, tout est parti de là. J'étais assise sur un bureau avec des feuilles blanches et j'étais en train de me dire, bon, OK, je suis dedans, super, mais qu'est-ce que je fais maintenant? La seule chose que je savais, qui était sûre dans ma tête, et ça depuis toute petite, c'est que j'avais cette volonté, cette envie d'utiliser les ressources de mon île, l'île sur laquelle j'ai grandi, la Guadeloupe, et valoriser ça pour en faire un business. C'est tout ce que je savais. Je n'avais même pas choisi la cosmétique ou l'agroalimentaire. Je ne savais pas dans quel domaine d'activité le faire. Mais ma motivation, c'était utiliser les ressources de mon île pour faire quelque chose. Et au final, c'est au fur et à mesure de discuter avec les gens, de revenir en vacances en fait en Guadeloupe pendant que j'étais étudiante en Alsace et puis échanger, regarder un peu ce qui se passait. Et les idées sont arrivées comme ça. Et j'ai créé la marque qui s'appelle, attention, Just What You Need, juste ce dont vous avez besoin. Anglais parce que j'adore les États-Unis, je me considère comme une Américaine, on est en plein cœur de l'Amérique de toute façon, et parce que j'avais envie de donner une dimension internationale à ce projet-là et cette marque-là qui, ben, hier, le 28, non, c'est hier ou avant-hier, le 28 août a eu 7 ans. Je fête les 7 ans de mon projet. Je suis contente, c'est dur, pas mentir, Bravo, full en délire. dur, mais je suis contente de tenir d'avoir tenu 7 ans et d'avoir encore cette motivation de continuer. Donc, du coup, j'ai décidé de travailler dans la cosmétique naturelle. Cosmétique, c'est tous les produits qui permettent de prendre soin de l'enveloppe extérieure du corps, la peau, les cheveux, etc. Alors attends, avant que tu nous parles vraiment précisément de ce que tu fais, je voulais savoir, donc tu es en train de dire qu'en fait, ton déclic d'entrepreneur, c'est-à-dire le moment où tu te dis, tiens, je vais entreprendre, tu l'as eu quand tu étais gamine, quoi. C'est clair. En fait, je pense que la priorité, la chose la plus importante, c'est se connaître soi-même. Et moi, j'ai toujours dit que je détestais la routine et je n'aime pas recevoir des ordres des gens. Et du coup, me voir salarié, c'était juste impossible pour moi. Et c'était clair, clair comme de l'eau de source. J'ai vu ta photo récemment là, dans la rivière. Comme ça, aussi clair que ça, moi, il me faut entreprendre. Je veux être mon propre chef d'entreprise, enfin, le propre Hmm. président d'entreprise, etc. C'était clair pour moi. Et, et alors, justement, avant de revenir en détail sur justement ce que tu fais, donc c'est toute cette cosmétique bio fabriquée à la main, enfin voilà, il y a tant à dire là-dessus. Revenir sur vraiment le pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, ton grand pourquoi sur justement ton activité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bon, tu nous as déjà révélé des choses sur la Guadeloupe, voilà, mettre en avant la Guadeloupe et puis également faire du bien aux gens, mais j'aurais aimé t'entendre là-dessus précisément. Le pourquoi, c'est parce que je trouve inadmissible, sincèrement, qu'on soit sur une île aussi riche, et riche dans tous les sens, c'est-à-dire, moi je parlerai plus précisément de la biodiversité, et qu'on n'ait aucune industrie de production ou d'artisanat ou de filière réellement créée ici. Je parle de ça, moi je n'ai qu'une trentaine d'années, mais quand j'en discutais avec mon père,
qui a 40 ans de plus que moi, enfin, donc on est déjà sur 2 générations. Beh, il a eu le même discours que moi en rentrant ici. C'est qu'on est sur une île extrêmement riche, mais personne n'en fait rien. Je ne veux pas être pessimiste ou généraliser, mais dans le sens où les filières ne sont pas organisées, en fait. Et on ne peut pas se dire qu'on a des industries qu'on pourrait exporter à l'international. C'est clair qu'il y a le rhum, il y a la banane, mais et après? Et après, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire. Et ma vraie motivation, c'était ça, c'était me dire: «Ah non, on a trop de choses ici, il faut faire quelque chose pour montrer le savoir-faire et puis les traditions, guadeloupéennes, quoi. Notre force, notre richesse». Et c'est ça ma motivation, de tous les jours d'ailleurs, encore aujourd'hui. Hmm. Et Dieu sait que c'est important de se rattacher à ces visions-là, surtout en temps troublé, quoi. C'est Alors, clair. je voulais savoir justement par rapport à cette vision, tout ça, au départ, tu avais une vision très précise avec qui tu voulais travailler parce que tu dis que voilà, justement, tu as voulu dès d'emblée donner une dimension internationale avec l'utilisation de l'anglais, que tu étais très clair là-dessus. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire, en fait, quand tu as lancé ton projet, est-ce que tu savais que tu voulais travailler déjà à l'international? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais travailler, peut-être rayonner au niveau de la Caraïbe? Enfin, voilà, est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus sur justement à qui ça s'adresse, quoi, en fin de compte, ton idée depuis Ça le départ, quoi. pareil. Depuis toute petite, je savais que j'aurais été en dehors de la Guadeloupe, en fait. J'aurais permis de faire parler de l'île sur laquelle je suis née et là où j'ai grandi. Ma maman, même plus petite, tu sais, me disait toujours: toi là, tu es née ici, mais tu vas pas rester là, hein. Tu iras faire des grandes choses autre part, tu iras voyager pour montrer ce que tu sais faire. Depuis petite, elle me dit ça, donc je suppose qu'elle l'a vu. Tu sais, il y a des choses, on est avec certaines, je sais pas quel mot mettre dessus, mais des rêves ou des ambitions. Et c'est une chance de pouvoir suivre ça et de s'écouter. Et j'ai eu la chance aussi d'aller travailler aux États-Unis pendant 1 an, pendant mon cursus en école d'ingénieur. Et ça a été la révélation. Pourquoi j'ai atterri aux États-Unis? Parce qu'encore une fois, je rêvais d'y aller. Moi, je suis une fan de Michael Jackson, pour tout te dire. Et les Américains, je ne saurais même pas l'expliquer, mais j'ai des étoiles dans les yeux, en fait, pour moi. Les États-Unis, des films américains où depuis toute petite, je ne comprenais pas pourquoi on entendait une voix en français, mais on voyait que les lèvres, tu sais, il y avait toujours un décalage. Donc je me dis: «Mais non, mais moi je veux entendre la vraie langue, l'anglais, et cetera». Pour moi, les États-Unis, c'était, waouh. Et je pense avoir tout fait dans ma tête. Quand je dis tout fait, c'est que le fait de garder un focus et d'avoir une vision, pour moi, ça fait toute la différence et ça fait, en sorte de bouger les choses, bouger les énergies pour réaliser nos rêves. Et ça, le fait d'avoir gardé en tête, c'est, par magie, j'ai envie de dire, que j'ai réussi à décrocher un stage d'1 année dans une grosse boîte, de cosmétiques aux États-Unis. Je travaillais dans le Connecticut, à Stamford, à côté de New York d'ailleurs. Et j'ai passé 1 an à travailler sur une ligne de produits capillaires professionnels. Ils m'ont permis de voir tous les échanges, c'est de la veille, le choix des matières premières, la réglementation, fabrication en laboratoire. C'était juste phénoménal, moi j'ai adoré ça, en labo. Ils avaient aussi un salon de coiffure au sein même de l'entreprise pour tester les shampoings, les conditionneurs qu'on était en train de préparer sur des volontaires. Ils m'ont aussi envoyé sur la grosse manufacture, la grosse usine de fabrication. Tu es obligé de monter sur des échelles pour, aller vers ces matières premières dans des gros contenants. Donc j'ai vu tout ça et je pense que ça a été le moment de révélation. Je me suis dit: «C'est ça que je veux faire, c'est de la cosmétique que je veux faire et je veux créer ma marque». Hmm. Et alors justement, par rapport à cette ambition de valoriser la Guadeloupe et de faire connaître la Guadeloupe en dehors de la Guadeloupe, je voulais savoir tu vois ça, justement, garder justement cette économie circulaire, tout cet esprit, toute cette âme de ton produit. Et en même temps, bah, voilà, s'organiser pour pouvoir distribuer ça, tu vois, c'est pas évident, quoi. C'est vrai que C'est quelque clair. part, c'est entre l'artisanat et l'industrie. En même temps, je sens que tu as une âme quelque part d'artiste, de vouloir faire quelque chose vraiment de pur, de beau, voilà, avec une vraie âme et en même temps, bah, cette volonté aussi de s'ouvrir. Donc, je voulais savoir comment tu vois ça, comment tu vois, on va dire, le passage de l'un à l'autre et comment faire pour garder cette âme, justement, quoi qu'il arrive, quoi. Là, quand j'ai fait ma veille,
j'ai regardé beaucoup ce que faisait Lush. Je suppose que tu connais Lush. C'est une entreprise qui a démarré, je crois, à Londres, en Angleterre en tout cas. Et ils ont été les premiers à parler du fait à la main. C'est fait à la main, ils te filmaient des gens tabliers de cuisine. On n'avait même plus les blouses de chimistes là qu'on voit dans les laboratoires. C'était vraiment du fait main avec des choses qu'on pourrait manger. Ils ont vraiment axé toute leur communication sur ça. Et à l'époque, en 2011-2012, quand je commençais à travailler sur mon projet, c'était le numéro 1 sur ma liste d'entreprises à surveiller, tu sais, pour adapter la stratégie que je voulais mettre en place, notamment pour la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'en étant sur une île, on n'a pas de plantation à foison, on n'a pas des terres comme en Afrique ou d'autre côté du Pacifique, là, en Asie, en Inde. Et du coup, il faut prendre conscience de ça. Il faut se dire qu'on ne va pas s'amuser à planter toutes les terres. De toute façon, il n'y a quasiment plus de terres agricoles, n'est-ce pas, en Guadeloupe. C'est une toute petite île qu'on ne voit même pas sur le globe et sur les cartes. Donc, il faut être conscient de ça et travailler en fonction de ça. Donc, ce que j'ai fait dans toute ma réflexion, c'est que j'ai été voir ce qui existait sur le territoire et ce qu'on avait en termes de volume. Et c'est là où la démarche de développement durable dont tu parlais tout à l'heure, d'économie circulaire, un truc naturel, est arrivé parce que je me suis dit, toutes les choses qui sont disponibles sur les territoires, en fait, ce sont des déchets pour les gens parce qu'ils ne l'utilisent pas, ils ne l'exploitent pas et ça pourrit et ça devient du déchet vert qui part soit à la décharge, à la déchetterie, ou soit qui pourrit totalement sur les sols. Je parle des mangues, je parle des caramboles, malacca, je parle des tamarins, je parle aussi du marc de café. Donc les fruits, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fruits Oui, tropicaux. pardon. Ce Ah sont oui. tous les fruits qu'on retrouve ici sur l'île et toute la zone intertropicale, de toute façon, et qui, soit en général, sont sur le bord des routes parce que ce sont des arbres fruitiers qui poussent à l'état sauvage, ou alors qui sont sur des propriétés chez les gens, mais qui ne sont pas utilisés en fait. C'est comme si tu me disais, oui, en Guadeloupe, on meurt de faim, mais en même temps, tous les arbres fruitiers sont là et personne ne s'en occupe. Attends. Là, pour moi, il y a vraiment un problème. Et après avoir vu ça, je me suis dit, tout ce que j'ai à faire, c'est pas aller planter ou imaginer une grosse plantation, cocotier ou quoi que ce soit, ça sert à rien pour moi, parce que la matière est là. C'est organiser des collectes ou des partenariats avec les personnes qui ont ce type de matière première en grande quantité. Donc, juste collecter et ensuite transformer. C'est tout ce que j'ai eu à faire. Et mon projet a démarré dans ce sens-là. Donc, le marc de café, c'est ce que j'ai fait à l'époque avec l'association Verte Vallée, qui se charge du domaine de la Grivelière à Vieux Habitants. Donc, à l'époque, toutes les personnes qui ont dû m'entendre parler ont entendu cette histoire-là, mais j'arrive et le président de l'association m'explique un peu comment fonctionne la Grivelière. C'est-à-dire qu'à l'époque, il recevait beaucoup de personnes, touristes et locaux, pour la visite de la plantation de café et à l'issue, dégustation, bien évidemment. La dégustation, c'est le café qui est fait sur place. Et du coup, le marc de café, donc c'est les résidus qu'on retrouve dans les filtres, ça partait à la poubelle avec le papier absorbant, les filtres et tout le Bataclan. Et il m'explique qu'il devait payer une benne pour la ramener en fait sur le site pour déverser le marc de café et tous les déchets avec et repayer pour s'en débarrasser, pour ramener ça à la déchetterie. Je dis, mais comment? Je ne comprends pas. Vous dépensez de l'argent alors que vous pourrez en faire quelque chose, transformer et puis transformer ça en argent au final, en produit à vendre dans la boutique à l'agriculture. Valoriser la matière. Donc, tu vois, la discussion est partie comme ça. Et donc, j'ai demandé s'il serait OK pour suivre une jeune entrepreneur de... J'avais quel âge? Je devais avoir 24, 25 ans. Jeune entrepreneur de 25 ans sur un projet un petit peu fou parce que personne n'avait encore fait ça en Guadeloupe de cette manière-là. Alors, attends 2 secondes. Excuse-moi pour cette petite pause. Jasmina, je te laisse reprendre donc, sur cette fantastique idée de valoriser le marc de café. Oui, donc je disais que j'avais discuté avec les responsables de l'association Verte Vallée. Ils ont été les premiers à me suivre en fait, sur ce projet de recyclage au final, de choses qui étaient considérées comme des déchets verts. Et j'ai fait la même chose auprès d'autres petites entreprises, agriculteurs, laboratoires, Phytobocas notamment pour ne pas les nommer. C'est quand tu as des initiatives comme ça qui préparent des huiles végétales, mais toutes les... comment ça s'appelle ?
le marc pour le café, certes, mais les déchets, en fait, que tu récupères après extraction de l'huile, mais ça part à la poubelle ou ça part dans les plantes, quoi, concrètement. Alors que, selon moi, il reste encore pas mal d'actifs et de ressources dedans qu'on pourrait réutiliser et valoriser. Donc, j'ai vraiment fait cette démarche-là, d'aller chercher ça et de rester dans dans le fonctionnement d'une île, hein. Et les autres choses que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent de cette manière-là, vraiment artisanales. Ils ne vont pas augmenter les productions d'un coup ou passer sur l'industrie, mais ils vont vraiment mettre en avant le fait que c'est fait main, avec des produits naturels, qu'il n'y a pas de surproduction, surtout. Et ça, on le voit sur des îles comme Hawaï, où tu as une marque, dont j'ai oublié le nom, qui fonctionne comme ça, où tu vois la personne, elle a créé son atelier, elle te montre les fleurs, les plantes, la vanille, les choses qu'elle utilise. Elle te précise qu'elle va faire une toute petite quantité en fonction des ressources qu'elle a disponibles. Forcément, c'est du rare et cher, donc les tarifs sont un peu élevés par rapport à ce qu'on va retrouver sur les grandes surfaces et les autres secteurs, les autres canaux de distribution. Donc, ça lui permet aussi d'assurer un chiffre d'affaires sur son année en faisant de l'artisanat. Et en gros, moi, je me suis inspirée de ce type de modèle qui existe et qui fonctionne. Pourquoi? Parce que je suis aussi sur une île comme le Japon aussi, hein. Tu sais, le Japon, Hawaï, toutes ces îles-là, elles fonctionnent comme ça et on est vraiment dans du réel naturel, quoi. Il ne faut pas mentir aux gens, hein. Donc, tu es en train de me dire en fait qu'en gros, tu n'as pas forcément cherché, on va dire, un élément unique, tu as juste regardé qu'est-ce qui se passait en Guadeloupe, de quoi il y avait besoin, et donc, en fonction de ça, tu as proposé quelque chose qui finalement, du coup, est unique, C'est mais exactement c'est pas une ça. recherche, c'est plutôt Vraiment, travailler à l'envers, ouais. c'est plutôt regarder, ouvrir les yeux et de voir, voilà, ok, tiens, il faut faire ça, il y a besoin de ça, et moi, j'ai envie de faire ça, et donc, on y va, et puis du coup, c'est unique. Mais c'est pas pareil. C'est clair. Et surtout que le marc de café, c'était pas une idée qui est arrivée comme ça. Je ne suis pas buveuse de café, hein, bizarrement. Et en fait, c'est parce que j'ai réussi à collecter des échantillons comme ça qui, pour moi, n'étaient pas exploités sur l'île. Je suis partie faire mes tests en laboratoire parce que en cosmétique, il faut vraiment que ce soit agréable, que ça ait une bonne odeur, etc. Donc, il y a des choses essentielles à obtenir. Et au final, sur la dizaine d'échantillons avec lesquels je suis partie, c'est-à-dire roucou, bois d'Inde, je nomme encore des noms de choses que vous avez découvert en Guadeloupe, galba, je suis partie avec quoi d'autre, l'amande, la noix de cajou aussi, Oui, la pomme cajou. pour ceux qui ne savent Comment? pas, les internautes qui ne savent pas, la Guadeloupe, il y a quasiment la même biodiversité que dans toute l'Europe. Donc, quand on arrive en Guadeloupe et qu'on ne connaît pas, on découvre plein de choses fantastiques, des arbres, des fruits, des légumes, enfin voilà, et pourtant, bah, ça existe, mais il faut venir ici pour le découvrir. C'est clair. Donc, tu vois, je me suis fait un Ou alors commander des produits mais oui, c'est avec en Jasmina. Guadeloupe, Voilà. c'est clair. Justement, je voulais te demander, par rapport à cette âme vraiment d'économie circulaire, de qualité, je voulais savoir, est-ce que tu étais très clair au départ sur à quoi tu allais dire non? Parce que j'imagine que tu as été sollicité quand même à droite, à gauche. Est-ce que c'est quelque chose qui s'affinait? Est-ce qu'au départ, dès le départ, tu dis non, non, ça, je ne le ferai pas? Voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. J'aurais aimé pouvoir dire non ou apprendre à dire non il y a 10 ans en arrière. Parce que, tu sais, quand on lance un projet comme ça, on est tellement chaud, on a tellement envie que ça réussisse, qu'on se sent obligé de dire oui à tout, juste parce qu'on a l'impression qu'en disant oui, un maximum de personnes va nous voir, les médias vont entendre parler de la marque, et puis ça va nous ouvrir des portes. Mais en faisant ça, au final, on perd notre vision initiale et on perd la stratégie qui correspond au bon développement du projet qu'on avait imaginé. Donc, pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais qu'aujourd'hui, 7 ans après la commercialisation de la marque, mais 10 ans après avoir démarré le projet. Et donc, du coup, quand j'ai lancé la marque en 2014, j'ai fait les salons WTC, j'ai fait les salons en Martinique, je suis partie en Malaisie, au Japon. J'ai fait les petits marchés aussi, tu vois. Donc, j'ai fait gros, j'ai fait petit, j'ai fait la foire de Paris. J'ai fait tout et n'importe quoi, sans critiquer quoi que ce soit comme événement, mais tout et n'importe quoi dans le sens où je ne respectais pas ma vision et ce que je viens de te dire là tout de suite, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire de l'industrie au final. Je cherche à faire un produit qualitatif
qui soit respectueux de l'environnement et du territoire sur lequel je suis. Et ça, je me suis perdue très, très vite dès le démarrage. Tu te considères comme une artiste de la cosmétique bio? C'est clair, c'est clair. Je suis 100% artiste là. 100% artiste dans tout ce que je fais. Pour tout te dire, chaque année, je lançais une édition limitée tellement je suis artiste. Donc, je ne me cantonnais pas à la marque, tu vois, la gamme de 3 produits classiques. Chaque année, je ressentais le besoin de faire quelque chose de différent autour de mes produits. Je fais des éditions limitées. C'est ma spécialité. Voilà. Est-ce que tu penses que, comme certains le disent, que c'est une des choses les plus importantes de savoir à quoi on dit non aujourd'hui ou... Oui, pour moi, c'est super important. C'est pas quelque chose de négatif ou un refus, c'est juste une acceptation de notre stratégie, en fait, et le respect de notre vision. Moi, je le vois comme ça, mais aujourd'hui, encore une fois, 10 ans après, je le Hmm. vois comme ça aujourd'hui. Je voulais savoir, maintenant, 10 ans après ton projet, quel est ton regard sur justement tous entre guillemets, les échecs qu'on peut avoir, enfin, tous les cycles de la vie de l'entrepreneur, comment tu vois ça? Et puis du coup, peut-être tout simplement aussi, après, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, on y est sur une autre vague avec le Covid. C'est clair. Si tu pourrais nous donner une petite vision justement sur, sur ça. Là, pour moi, le truc à retenir, c'est que la vision doit être claire, nette et précise. Et ça, au fil des années, elle ne l'était pas réellement. Quand je dis elle ne l'était pas, c'est que je la perdais, en fait. Tu sais, le matin, tu te réveilles, la première des choses à faire, c'est te remémorer pourquoi tu as lancé ce projet-là, pour qui et pour quelles raisons, qu'est-ce que ça va t'apporter au quotidien. Je pense on est obligé de faire ce travail tous les matins pour ne pas se perdre et surtout pour ne pas se dire: «Bon, bah, demain, je ferme parce que je ne vends plus» ou cette année, c'était vraiment compliqué, il faut que j'aille me trouver un travail, être salarié et puis arrêter les bêtises, quoi. Ça, c'est vraiment important d'avoir la vision cette vision-là en tête. Et moi, je vois ce qui me tient chaque année, malgré toutes les difficultés. Difficultés, ça peut être, mauvaise stratégie de vente, mauvaise stratégie de communication ou alors, tu commandes tes packaging et du coup, à la veille des fêtes de Noël, ils arrivent, mais ils sont pas la bonne taille et du coup, tu as perdu de l'argent, du temps et des clients. Enfin, je pense avoir vécu pas mal de choses en 10 ans et la le fait de pouvoir rebondir, c'est se dire: «Beh, je fais ça pour une raison, en fait». Et cette raison-là, elle me dépasse moi-même. C'est-à-dire que je le fais pour mon île, je le fais pour la fierté de mes parents, je le fais, pour rendre hommage, à notre biodiversité. Tu vois? Toutes ces raisons-là vont faire en sorte que même s'il y a quelque chose qui arrive, il faut se rappeler de ça pour continuer quand même. Hmm. Parce que la vie de l'entrepreneur, il y aura beaucoup de bas, quelques montagnes là où c'est: «Yeah, super, ça fonctionne», mais beaucoup de bas et le moral sera à rude épreuve, ça c'est clair et la vision, c'est ce qui va nous faire tenir. Hmm. Et du coup, par contraste, entre guillemets, est-ce que tu peux nous parler de ta vision pour toi de la réussite, du succès pour toi, c'est quoi la gloire? C'est de récupérer du marc de café dans une poubelle et d'en faire et d'en faire un produit cosmétique? C'est pas mal. Ma vision de la réussite, genre, j'y pense depuis, le premier confinement, pour tout te dire. Moi, ma vision de la réussite, c'est si demain je ne suis plus là, j'aimerais que ma marque continue à vivre et que l'entreprise soit encore là avec d'autres personnes. Pour moi, ce serait ça. Parce que j'ai vu tellement de jolies marques ou de jolis projets, s'arrêter en un claquement de doigts, en quelques mois là et au final, je me dis: «Bah, à quoi ça sert en fait de dépenser autant d'énergie ou de se dire qu'on a envie de faire quelque chose pour développer son pays si ça n'existe plus 1 ou 2 ans après ou même 10 ans après?» Ça, c'est quelque chose qui ça va m'énerver, en fait et du coup, je suis en train de tout faire pour que ma marque continue, même si je ne suis pas là demain ou même si, je décide de faire autre chose, mais que ça continue. Le bel exemple pour moi, c'est ce que j'essaie de me rappeler régulièrement, c'est qu'au sein de mon école d'ingénieur, il y avait rien autour de la cosmétique, en fait. Tu sais, ils ont souvent des associations d'étudiants, sur différentes thématiques et il y avait rien sur la cosméto et moi j'adorais ça, hein. Tout ce qui est parfum, produits de soins naturels et cetera. Donc je vais voir le directeur et puis mon professeur principal de l'époque et je lui dis: «Bon,
j'ai envie de créer une association d'étudiants au sein de l'école, mais pour que les étudiants aient un pied dans la cosmétique et dans la parfumerie. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'ai le droit de le faire, etc. Ça a été fait sur un coup de tête. Je crois que j'ai eu à peine un mois pour tout mettre en place. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est que le nom que j'avais choisi, les statuts que j'avais rédigés, c'est les protocoles, les choses à faire au sein de l'association, ça existe encore, ça continue. Chaque année, tu as des nouveaux étudiants qui font vivre l'asso, qui proposent des choses encore nouvelles auxquelles moi, je n'aurais même pas pensé. Et c'est ma plus grosse fierté. Et si demain, Dieu souhaite une perdure et continue alors que je ne suis plus là, pour moi, ce sera une grosse réussite. Vraiment. D'accord. Ok. Du coup, je me questionne sur un autre sujet qui est celui du rapport au temps. C'est vrai qui nous questionne tous, je pense, aujourd'hui. C'est comment tu gères ton agenda, le fait de te projeter à long terme. C'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, il y avait beaucoup de plans. Et puis finalement, maintenant, on se dit, bon, OK, on va voir peut-être un peu plus au jour le jour. Mais je voulais savoir ta vision sur le fait de se projeter à long terme de manière assez précise. Et en même temps, de comment tu fais pour arriver à garder aussi quand même les pieds sur terre et de profiter de l'instant, parce que ça peut être un peu le souci parfois quand on est un peu futuriste, qu'on imagine plein de choses, tout ça, et en même temps, on est trop dans l'espace, quoi. Donc, je voulais savoir quelle était ta vision sur ça, sur ton rapport au moment présent et en même temps ton rapport à l'agenda, quoi. Là, c'est un travail que je fais sur moi aussi parce que c'est dès le démarrage, on imagine des choses très grandes. On passe tous, à mon avis, au moins une fois dans notre vie d'entrepreneur par le business plan, l'étude marketing, enfin le truc, les demandes de financement, fonds européens, etc. Moi, j'imagine un gros laboratoire, un laboratoire à la taille de Lille. J'imaginais aussi pas mal de choses sur des mises en place de collecte de matières premières, mais au final, tu vois, 10 ans sont passés, et il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait parce que, comme tu le dis, il faut qu'on puisse vivre à l'instant présent et qu'on puisse se dire, mais je n'ai pas les capacités financières pour faire ça, en fait. Oui, c'est un rêve, mais je ne les ai pas. Et à attendre sur la région, le département, des investisseurs privés, les banques, on voit aussi que ça ne fonctionne pas parce ils font très rarement confiance à des entrepreneurs femmes de la Caraïbe, de couleur, je parle de mon expérience, et très, très jeune, parce qu'à l'époque, j'avais que 24 ans. J'avais 24 ans, regarde là, tu me donnes même pas 30 ans, je suppose, donc je faisais encore plus petite que ça, petite fille, très Allez, mince. dis-nous l'âge, là, tout le monde se demande du coup. Là. J'aurais 35 ans l'année prochaine, en fait. 35 ans, donc ça fait vraiment 10 ans. Donc à 25, tu vois, tu arrives devant un banquier, il te prend pour une petite fille, en fait. Et ça, c'est valable aussi devant les investisseurs. Donc c'est assez compliqué de se faire une place. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et l'idée, quand c'est comme ça, c'est de faire comme ce que j'ai fait pour les matières premières, c'est-à-dire ouvrir les yeux, prendre conscience de ce qui existe et de ce qu'on a, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à l'instant présent. Et là, je suis en train de me battre avec moi-même pour rester dans cette dynamique-là, tu vois, et ne pas chercher à vouloir, bon, allez, on va chercher un bail sur un terrain agricole ou il me faut des financements pour faire un gros labo. J'ai arrêté ça, surtout après cette crise sanitaire-là qui dure encore, qui est aussi une crise économique pour C'est nous. peut-être ce qui t'a sauvé d'ailleurs, hein, peut-être. C'est clair, au final, il y a toujours, c'est un mal pour un bien, quoi. Mais aujourd'hui, c'est important pour moi de faire avec ce que j'ai. Et je lis énormément, je vais chercher aussi beaucoup d'informations sur des personnes qui ont ce type de stratégie et de réflexion. Je pense à, j'espère que je vais corriger son nom, Marie Kondo, je crois que c'est ça. La méthode Kondo, tu sais, où elle te Ah, dit je que connais pas. le strict minimum est très suffisant dans ta vie et tu t'en rends compte aussi. Le strict minimum est suffisant. Tu as des méthodes les 4 heures de travail par semaine, par exemple, où ça te force à faire à prioriser tes choses à faire et te concentrer vraiment sur ce qui va faire avancer ton projet, c'est-à-dire vendre. En gros, tu peux passer 8 heures de temps sur ton projet, mais tu n'as pas vendu un produit, quoi. Et je me retrouvais à faire ça sur plusieurs années, j'imagine. Alors qu'aujourd'hui, je me dis non,
je prends 1 heure sur la journée, j'appelle tous les clients ou toutes les personnes qui avaient déjà commandé, je relance les commandes et là, j'ai fini ma journée, c'est top, j'ai fait rentrer tant dans la boîte, j'ai fait mon budget, tu sais, sur l'année en me disant, je peux produire tant, donc j'aurai tant de chiffre d'affaires, il me faut au moins faire rentrer tant par semaine et je fonctionne comme ça aujourd'hui. 10 ans après, encore une fois, l'expérience amène l'expérience, la lecture aussi est aussi importante et puis regarder ce que proposent les autres. Ça nous donne d'autres stratégies à mettre en place pour réussir. Donc ma gestion du temps là maintenant, c'est ce qu'il y a de primordial pour moi, surtout aujourd'hui. Et je prends beaucoup plus soin de moi, c'est-à-dire qu'avant, je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je travaillais et je ne voyais pas le temps passer. Mais au final, quand tu fais les comptes, ça ne t'a pas rapporté plus hein, que si tu travaillais 1 ou 2 heures simplement et que tu prenais le temps d'avoir un repas en famille, de jouer au piano, de danser toute seule, tu vois. Donc, j'essaie de revenir à ce type de fonctionnement parce qu'au final, c'est ta santé qui fera que Hmm. ton business va avancer plus vite. Justement, tu m'as devancé là. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous faire un petit plan, une petite journée type de rêve, Jasmina, comment elle fait, comment elle gère sa journée dans la Caraïbe. Une entrepreneur dans la Caraïbe, c'est quoi? Comment elle prend soin Yes, bah d'elle et... là, le réveil, c'est entre 6 heures et 7 heures, ça dépend en fait de ce que j'ai fait la veille, si le cerveau a trop travaillé ou pas. 6 heures, 7 heures, je m'occupe de mon petit chien. Je m'occupe d'arroser mes plantes. Je m'occupe de la préparation de ma journée. Là, j'ai pris un nouveau pli, c'est-à-dire que tous les matins, je me demande, moi, quelles sont les 3 aventures que j'aimerais bien réaliser aujourd'hui. Et je garde ça en tête et ça me permet d'avancer sur mon projet. Et ces 3 aventures-là, en gros, je peux les faire en 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure. Et ça me permet vraiment d'avancer sur le truc, de faire entrer des sous dans la boîte ou de lancer une nouvelle com ou trouver un nouveau client. Donc ça, je le fais vraiment sur les premières heures le matin. Je le note et ensuite, je bois de l'eau, je respire. Ça, je me force à le faire aussi je vois toute la différence hein, dans l'énergie que j'ai sur la journée. Je fais du sport, même si c'est 10 minutes ou 15 minutes le matin. Et ensuite, à 10 heures, ma journée commence réellement pour le travail. Mais tu vois, de 6 heures à 10 heures, c'est du temps pour moi. Je prends le temps de respirer, je prends le temps de noter ma vision pour la journée, je prends le temps de m'occuper de mes plantes, de mon chien. Mais je prends vraiment le temps pour moi et j'ai vu la différence sur l'énergie, sur les choses que j'ai à faire. Donc 10 heures, en général jusqu'à 17 heures, ce sont les horaires de ma boutique d'ailleurs. Donc j'ai gardé cette plage-là pour en travailler sur ma marque et sur les autres projets que j'ai autour. Et le soir, des rebelotes, c'est retour au calme, respirer encore, continuer à boire de l'eau. Je me suis même préparé, c'est des bouteilles en verre où je sais que il y en a une dans le bureau, l'autre dans la boutique, l'autre dans le sac et comme ça, je bois suffisamment d'eau sur la journée. Et je me suis vraiment autodisciplinée. Pour moi, c'est le mot-clé, l'autodiscipline. On peut rapidement perdre ces habitudes-là en une fraction de seconde. Donc pour moi, ça, c'est primordial, l'autodiscipline. Je t'entends plus. Oui, je suis surpris de ne pas avoir entendu parler de baignade dans la mer. Oui, c'est vrai parce que je n'y vais plus, tu sais. Attends, il y a une voiture qui va Ah, passer. d'accord. Yes. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de bonne mère parce que je ne le fais plus là depuis que Monsieur le maire a fermé la plage de Ah, Sainte-Anne. Mais ouais. sinon Et oui, effectivement, j'avais oui, mes jours. oui, il faut le dire quand même, on est en plein confinement. On est La en plein Guadeloupe confinement, est ouais. confinée, c'est très difficile et il y a un couvre-feu, on ne peut pas sortir, etc. On n'a pas le droit d'aller à la C'est plage. clair. Mm. Mais sinon, effectivement, j'ai mes 2 jours de sortie à la plage par semaine. Ouais. Mm. Écoute, on a presque la même journée, moi aussi. Je commence à 10 heures après des pratiques et je termine à 17 heures. Enfin, en tout cas, j'essaye pour des pratiques. OK, alors je voulais savoir maintenant, parce qu'on a fait le tour quand même de pas mal de choses, est-ce que tu aurais un conseil s'il y avait, entre guillemets, une Jasmina junior ou alors, je sais pas, un porteur de projet dans qui soit étudiant ou pas, j'en sais rien, de 20 ans, 25 ans ou même de 50 ans qui décide de se lancer et quitter l'administration, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais?
tu avais une question à lui poser, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? Là, le conseil que j'aurais donné, c'est d'aller au plus simple, en fait. Parce que des fois, on a envie de se compliquer la vie, en se disant, ouais, ça a marché, ou il faut faire ça, il faut faire 10 salons dans l'année. Non, il faut aller au plus simple, il faut surtout se connaître. D'ailleurs, c'est le premier chapitre du bouquin que j'ai écrit là en 2018, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Et pour moi, répondre à cette question-là, ça te permettra de savoir comment fonctionner dans l'entrepreneuriat, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, hein. Faut pas si on n'est pas fait pour ça, si on n'a pas ce tempérament ou, je pense pas que ça puisse s'apprendre. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma vision. Je suis pas sûre qu'on apprend à être, entrepreneur. Je pense qu'on a ça dans les tripes parce qu'on a le cerveau fonctionne pas de la même manière, j'ai l'impression. C'est quand tu as envie d'entreprendre ou quand tu veux juste, bon, te la couler douce, tu sais que le salaire tombe à la fin du mois, tu veux pas plus te fouler que ça. Le Mm. cerveau fonctionne pas de la même manière pour moi. Donc c'est vraiment savoir qui vous êtes et rester collé à ça, quoi. Rester collé à ça pour moi. C'est la force de l'entrepreneur. Ne pas se perdre, parce que moi, je me suis perdue là pendant 10 ans et je suis contente de me retrouver pendant cette période covid au final, donc merci, hein, on va remercier. Et voilà, rester soi-même. Et justement, j'en profite pour rebondir parce que tu dis, ça ne s'apprend pas. Et moi, je suis assez d'accord dans le sens où, parce que moi, je me rappelle quand je voulais lancer mon activité, je me rappelle en discuter avec une amie qui était coach. Et puis, je lui dis, ouais, je devrais peut-être faire un master entrepreneur, machin. J'ai vu qu'il y avait un truc HEC ou je sais pas quoi. Elle me dit, mais en entrepreneur, ça ne peut pas rentrer dans les cadres. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'y aller. Tu peux y aller. C'est Et clair. je la remercie parce que c'est vrai que finalement, elle a contribué, on va dire, à mon développement personnel, le fait que je comprenne qu'effectivement, je suis quelqu'un que j'aime pas rentrer dans les cadres, moi non plus. Et néanmoins, par contre, dire que ça ne s'apprend pas, je dirais qu'en fait, c'est pas que ça ne s'apprend pas. Je dirais que par contre, moi, paradoxalement, même si j'aime pas rentrer dans les cadres, en même temps, je me suis fait beaucoup accompagner, tu vois. Et je pense Oui, qu'on gagne à être aussi entouré, à en parler, que ce soit à nos amis, enfin, quoique ça dépend, nos amis ou nos familles, des fois, ne sont pas toujours des bons soutiens, surtout sinon ils n'ont jamais fait ce pas-là. Ils c'est peuvent au clair. contraire nous projeter très rapidement leur peur justement de l'échec ou justement ce qu'ils n'ont pas fait, quoi. Mais, Mmh. euh, mais voilà, donc je te rejoins complètement sur le fait que ça ne s'apprend pas et en même temps sur le fait qu'on peut aussi gagner du temps en se faisant accompagner par des gens qui ont fait le chemin, quoi. Oui, ou avoir un retour d'expérience. Enfin, quand je dis ça ne s'apprend pas, je pense qu'on peut apprendre, gérer la comptabilité, tu sais, les trucs qui concernent l'entreprise, ça s'apprend. Il y a des cours, il y a des tutos, tout ce que tu veux. Mais la passion de l'entrepreneur, la Ah oui. folie de l'entrepreneur, tu vois, ça pour moi, si tu ne l'as pas, mais c'est compliqué de l'obtenir, j'ai l'impression. Parce que les entrepreneurs sont fous, hein, concrètement, concrètement. Mm. Pour Ouais. innover, pour créer, il faut avoir la grande folie, hein, On je est tous un, pense, ouais. on est tous un petit peu fous hein, en même temps, hein. Je regardais une vidéo hier en disant, personne qui disait quand on est sur un navire qui coule, pour rester, il faut être un peu fou. Et en ce moment, il y a un sacré paquet de gens qui restent dans le Ouais, navire c'est alors qu'il vrai, c'est coule. vrai. Donc, quelque part, moi, je suis tellement heureux aussi de partager, parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour s'épanouir que justement être à son compte et d'aider les gens et de faire quelque chose qui est bon pour les gens, pour la planète. Parce que c'est vrai que quand on est parfois dans des métiers où il n'y a pas trop de sens, pour moi, la vraie folie, elle est là. Mmh. Et que finalement, nous, on n'est peut-être pas si fous, même si effectivement, on n'a pas forcément de certitude, etc. Mais au moins, entre guillemets, on vit notre vie d'artiste avec les hauts, avec les bas, mais C'est clair. au moins on est là, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, est-ce que tu aimerais, je sais pas, ajouter à autre chose pour un mot de la fin ou peut-être nous inviter peut-être à aller te rejoindre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, ou donner Oui, des. le mot de la fin, c'est que j'ai pris une grosse décision ce matin d'ailleurs. J'ai pris la décision de me montrer un peu plus sur les réseaux sociaux et de partager, tu vois, des choses que j'ai apprises quand j'étais petite ou, pourquoi j'ai lancé tel produit, qu'est-ce que ça m'apporte. Donc j'ai pris cette décision-là. C'est un gros challenge pour moi et une grosse décision parce que Bravo, la foule en délire. Ouh. et du coup, ouais, je vais faire ça. Je pense que ça va aussi, peut-être donner des idées, peut-être rassurer certains ou, donner des astuces, mais, je vais me forcer à faire ça, passer devant la caméra et voilà. Donc, je sais que c'est un travail aussi à faire sur soi et j'encourage toutes les personnes à pouvoir le faire parce que le regard sur soi, en fait, c'est chaud, hein.
c'est chaud et je pense qu'il n'y a que le travail de la caméra, là, comme on le fait là, en émission ou selfie, se filmer soi-même, ça nous permet de nous dépasser encore plus et ce n'est pas donné à tout le monde en fait. Vraiment Mm. pas. Et en même temps, des fois, moi, c'est ce que je me dis personnellement, parce que bon, je ne suis pas forcément trop un pro non plus de tout ça, mais je m'aperçois que finalement, des fois, c'est plus simple qu'on croit, quoi. Il suffit juste d'être là, de dire voilà, bonjour, je suis tellement content que vous soyez là, que voilà, qu'on soit connecté et tout. Et puis, je voulais juste vous partager, je ne sais pas moi, ma joie de vous accompagner parce que c'est super vibrant pour moi, et puis c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous. Et voilà, et en fin de compte, des fois, c'est simple que ça. Je dis dire bonjour, je suis content que vous soyez là. Et on n'est pas, on est juste des humains sur Terre qui parlons, qui échangeons, qui créons du lien. On est tous pareils, quoi, en fin de compte, hein. Et on n'est pas là pour, ni pour vendre quelque chose, ni pour ceci, ni pour ça. On est juste là pour créer du lien. Et puis, c'est ça qui est bon, quoi. C'est clair. Au-delà de tout ce qui peut se passer derrière, parce qu'il n'y a pas d'autre enjeu, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est ma décision du jour et du coup, je serai un peu plus présente sur Facebook, Instagram et YouTube. Just what you need. Yes, ok. De toute façon, je mettrai tous les liens sur ta bio derrière la vidéo. Et Ça j'espère marche. que des personnes auront envie de découvrir la Guadeloupe grâce à toi. Et écoute, un grand merci et merci de nous inspirer, de nous donner une vision positive de la Guadeloupe. Vraiment, c'est hyper touchant. J'ai eu plein de frissons pendant l'émission. Je me disais, waouh, mais c'est Oh, génial. Ce que fait Jasmina et tout, je n'imaginais pas que c'était aussi génial. Et en fait, ça m'a vraiment touché. Et je pense que ça va toucher aussi d'autres personnes et ça va vraiment leur donner envie de vivre leur passion. Donc, merci. merci Et, à toi. Merci, t'es top et je te souhaite longue vie là. N'arrête pas, hein, même si arrête pas l'émission, c'est top. on continue, on est là pour se faire plaisir. Il y a pas d'enjeu. C'est au moins juste donner envie de vivre. Toujours cette posture de l'artiste. Et en tout cas, merci beaucoup. Je t'embrasse. J'espère bientôt danser une petite salsa à la Kroll Beach avec toi. Et je te dis à très bientôt.